Merci, bonjour à tous. Alors quelques chiffres, il y a toujours beaucoup de chiffres dans tous les domaines, donc j'aurais envie d'introduire le propos en disant que finalement le vélo ça va plutôt bien, les chiffres sont plutôt bons, on constate des hausses dans un grand nombre de domaines et s'agissant de la pratique, elle est plutôt dans une évolution positive. Alors quand on a dit ça, et qu'on regarde la part modale du vélo, c'est-à-dire la part du vélo sur l'ensemble des déplacements, elle reste pour la France entière assez modeste en tant que mode de déplacement. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est le grand contraste des situations locales, où vous allez avoir, quand on parle de la part modale nationale, on est dans les 3-4% de déplacements qui se font à vélo. Puis quand on fait quelques zooms sur des territoires, on s'aperçoit qu'il y a de grandes disparités et que c'est souvent beaucoup plus, c'est parfois beaucoup moins. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, on en reparlera au fur et à mesure de ce débat, c'est que là où on s'efforce, on pense aux cyclistes, on prend en compte le déplacement à vélo, avec dans la boîte à outils, on utilise différentes solutions, eh bien cet usage du vélo, il progresse. Et la bonne nouvelle, si on regarde notamment ces 10 dernières années, c'est vraiment d'observer, notamment dans des grandes agglomérations, une hausse tout à fait conséquente de l'usage du vélo. On pense à Paris bien évidemment, où les déplacements ont plus que doublé en 10 ans, à Bordeaux, Grenoble, Nantes, Metz, je ne sais pas exactement, mais on est souvent dans du x2, parfois même du x3. Alors là aussi, on peut dire on n'est pas parti parfois dans certains territoires d'une part très importante, mais on est vraiment dans cette croissance. Donc, une dynamique. Voilà, il y a vraiment une dynamique. Importante. Ça, c'est l'usage. Quand on interroge les Français, nous avions fait dans notre réseau de collectivités locales, il y a 3 ans, une grande enquête auprès de 5000 Français avec la Sofres sur la relation des Français au vélo. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ce vélo, qui est quand même très inscrit dans nos modes de vie, dans nos représentations, s'inscrit dans nos cycles de vie. Et on voit que le vélo, il a vraiment une histoire, une relation très familière avec chacun d'entre nous. 98% des gens disent « je sais aller à vélo ». La réalité, souvent, elle est un petit peu plus contrastée parce qu'on s'aperçoit que... C'est l'envie aussi parfois. Il y a parfois un peu de paresse aussi. Ou quelquefois il y a l'envie, mais il y a le sentiment d'avoir des obstacles. Il y a un cocktail d'obstacles qu'il va falloir surmonter. Donc on voit que, ma foi, l'envie est assez intéressante parce que c'est souvent le mode qui est cité, le premier mode, dans les enquêtes d'opinion sur, d'après vous, quels sont les déplacements, le mode de déplacement qui va être appelé à se développer dans les années à venir, c'est le vélo qui sort. Il y a 10 ans, d'ailleurs, les transports publics faisaient un petit peu la tête en se disant le vélo sort tout le temps, voilà, et nous, nos bus, etc. Aujourd'hui, plus personne ne prend le sujet comme ça parce qu'on voit qu'il y a un potentiel très important de combinaison du transport public et du vélo, d'autres modes et le vélo également. Donc on voit qu'il est crédité d'une bonne image, d'un potentiel d'usage très important. À nous de travailler sur la réduction des obstacles, des freins, identifier les bons freins. La sécurité est un frein. L'insécurité, voilà, est souvent un frein dans les têtes davantage que dans la réalité, mais en tout cas, c'est véritablement quelque chose à prendre en compte. Effectivement, même, par exemple, je fais référence à Joe Dassin qui avait dit dans sa chanson, il y a plusieurs années, à Paris, à vélo, pas plus vite que les autos. Effectivement, il était visionnaire puisque c'est encore le cas aujourd'hui. Moi, je pratique souvent le vélo aussi à titre personnel. Et on va pas parler de ma vie non plus, mais effectivement, c'est vraiment un engouement de plus en plus fréquent. Et j'ai envie de vous interpeller sur une enquête, Les Français et le vélo, qui est parue en 2013. Hein, si oui, c'est ça. C'est l'étude, l'enquête à laquelle je faisais référence là avec la Sofres. Donc auprès d'un gros échantillon, c'est ça qui est intéressant, 5000 Français, donc de toutes catégories sociales, âge, etc. Et donc ce qu'on voyait, on voyait énormément de choses dans cette enquête. Mais quel genre de questions étaient posées? Alors des questions sur l'usage, la pratique, l'utilisation, l'équipement, le taux d'équipement en vélo, parce que quelquefois c'est aussi ça le frein, c'est qu'il y a un vélo pour la famille et puis il n'est pas forcément en bon état d'usage. Ce que cette enquête montrait aussi, ce qui est très intéressant, c'est que il y a beaucoup d'usagers occasionnels du vélo. Et c'est sur ces usagers occasionnels qu'il faut souvent, comme dans le transport public, faire porter les efforts. Quand on fait déjà un petit peu de vélo, on va plus facilement en faire davantage que si on n'est pas monté sur un vélo depuis 30 ans, par exemple. Et on voyait dans cette enquête que 14% des Français nous disaient « j'utilise régulièrement le vélo pour des déplacements ». Alors régulièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs fois par semaine pour des motifs de déplacement. Pas forcément pour aller travailler tous les jours, pour aller à une activité culturelle ou sportive par exemple.
Et 14%, c'est intéressant parce que ça relativise aussi quelquefois les petites parts modales qu'on a de 3, 4, 5% qui font qu'on dit mais c'est que ça le vélo aujourd'hui sur le marché des déplacements d'une agglomération. Donc il y a tout ce potentiel qui n'est pas toujours bien représenté dans un autre outil que nous avons qui sont les enquêtes ménage-déplacement qui sont très importantes quand les agglomérations font ces grandes enquêtes tous les 10 ans. Elles sont très utiles, mais aller interroger les gens et leur demander dans leur pratique ce qu'ils font déjà, ce qu'ils seraient prêts à faire un petit peu plus avec quelques facilitations, c'est quelque chose d'extrêmement important si on veut développer le vélo. Bien sûr, si on ne veut pas le développer, voilà. Cette table ronde est là pour ça également. Et je pense que tous les intervenants sont d'accord sur cette pratique et effectivement cet engouement qui ne cesse d'augmenter. Et comme vous disiez tout à l'heure, la sécurité, comment accroître la sécurité, et je vais justement donner la parole à Thomas Jouanneau, justement, qui est chargé d'études en sécurité routière et pour le développement de l'usage du vélo à la CEREMA. Et vous avez quantifié, j'imagine, les taux de mortalité, les causes d'accidents en ville surtout. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bonjour à tous. Alors je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais je vais quand même en donner quelques-uns pour replacer l'accidentalité cycliste, la globalité de l'accidentalité sur la route. Et ce qu'on observe, c'est que ces 4-5 dernières années, si on regarde le nombre de tués, par exemple, un indicateur parmi d'autres, de tués cyclistes sur la route, on a aux alentours de 150 cyclistes par an qui sont tués, 149 exactement en 2015, et on voit que depuis 15 ans, ça correspond globalement, on a un nombre de cyclistes tués qui a été divisé par 2. Donc on peut dire que plus en ville, là c'est uniquement en ville ou sur la départementale également? Alors je pense, ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins de tués en ville. Les tués en ville représentent 45% de l'ensemble des cyclistes tués. Donc vous multipliez 0,45 149, vous aurez le chiffre, c'est à peu près la moitié. Et voilà, et quand on compare ça avec la part modale du vélo national que Véronique a cité, qui est de l'ordre de 3% si on se réfère à l'enquête nationale transport déplacement économique, eh bien on voit qu'on a des choses qui sont je vais dire, comparables, et ça permet de relativiser quand même le risque cycliste en général. Évidemment, ça n'est qu'un élément d'appréciation. Ce qu'on peut dire, c'est que l'immense majorité des accidents graves, très graves, et notamment mortels, ont lieu lors d'un conflit, d'un choc entre un véhicule motorisé et un cycliste, même si l'immense majorité des accidents ont lieu seuls. Entre deux cyclistes, c'est difficile. Ça arrive, c'est extrêmement rare, et c'est rare que ça soit grave. De la même façon qu'il n'y a quasiment aucun, il y a entre 0 et 3 accidents mortels de cyclistes par an liés à un conflit entre un piéton et un cycliste. Donc, en termes de milieu, ce que je disais, oui, la grande majorité des accidents, ils ont lieu en milieu urbain, c'est-à-dire 80% des accidents impliquant un cycliste ont lieu en milieu urbain. Par contre, ils sont beaucoup moins graves en milieu urbain. Pourquoi? C'est à cause du différentiel de vitesse qui est beaucoup plus fort en milieu interurbain, où le cycliste a affaire avec des véhicules motorisés qui vont beaucoup plus vite, et ce qui aggrave, non seulement ça aggrave les conséquences de l'accident, mais ça aussi augmente les probabilités d'accident. Un chiffre, c'est je suis cycliste, un véhicule percute à 50 km/h, il y a 85% de chances que je ne survive pas à ce choc. Si par contre ce véhicule va à 30 km/h, c'est pour ça qu'on milite pour la modération de la vitesse en ville. Les zones 30, les fameuses zones 30. Et pas que les zones 30, aussi les zones de rencontre, aussi les appels, mais toute une boîte à outils techniques à dispositif des aménageurs pour réaliser cet objectif de modération de la circulation. Je disais que si le cycliste percute un véhicule qui va à 30 km/h, eh bien le risque d'être tué baisse et passe à 15%. D'accord. Donc des différences constatées entre l'urbain et le périurbain, justement. Voilà, alors, entre le périurbain et l'urbain, on n'est pas en mesure de dire que le périurbain, ça reste l'urbain, au sens de quand on regarde, on analyse les accidents à l'échelle nationale, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une différence entre l'interurbain et l'urbain, par exemple, en ce qui concerne le lieu où se réalisent les accidents. En milieu urbain, la majorité des accidents impliquant un cycliste se réalisent au carrefour, alors que cette proportion elle est contraire au milieu interurbain. C'est lié aussi
on va dire la forme de l'espace public et les différentes configurations rencontrées. Alors sur les facteurs d'accident, j'ai parlé de la vitesse, qui est évidemment un facteur d'accident parce qu'il favorise le manque de perception entre les usagers motorisés et les cyclistes. Ça peut être la vitesse, mais ça peut être lié aussi à un masque à la visibilité, ça peut être, donc ça peut être aussi lié à la fois à un masque à la visibilité et à une vitesse excessive de l'usager motorisé. Et puis il y a également un petit scénario d'accident qui peut aussi donner lieu à des accidents relativement graves et qui est même, quand on regarde les bases de données de certaines villes, et notamment Paris, Lille aussi je crois, eh bien c'est l'ouverture de portières. C'est vrai que l'ouverture de portières est repérée comme l'accident majoritaire, le scénario majoritaire de l'accident un peu comme cycliste. Alors, il y a des solutions, on a adapté justement récemment la réglementation pour permettre aux cyclistes de s'écarter du bord droit de la chaussée, notamment quand il y a du stationnement longitudinal, parce que c'est vrai que le code de la route jusqu'à maintenant vous forcez tous les usagers à circuler au plus près du bord droit de la chaussée, ce qui est en contradiction avec la sécurité des cyclistes. Et puis un dernier scénario type, qui représente 24% des tués, alors je ne sais pas si c'est en milieu urbain ou pas en milieu urbain, mais c'est le conflit entre cyclistes et véhicules à gros gabarit, qui est souvent assez médiatique. Et il a cette particularité, cet accident, de se produire avec des vitesses relativement faibles, mais là il y a vraiment le cas typique, c'est le vélo qui va tout droit, le véhicule à gros gabarit, poids lourd, qui veut tourner à droite, le poids lourd ne voit pas le cycliste, et voilà, il y a un accident. Donc les accidents sont extrêmement graves, et ça se fait à vitesse assez réduite, mais il y a aussi des solutions en termes d'amélioration de la perception, mais aussi en termes d'aménagement, pour essayer de réduire ce risque. Très bien, en tout cas merci pour cette précision. On va rester un petit peu de ce côté, peut-être avec un mot d'introduction de M. Coppens, et ensuite on passera la parole à M. Ramon. Bonjour à tous. Donc, nous, la réponse en termes d'identification, c'est eh bien, le cycliste n'a pas de carrosserie, donc le fait d'avoir un vêtement visible peut permettre une meilleure identification pour l'automobiliste. Donc quelques petites démonstrations déjà sur donc effectivement c'est extrêmement visible. Tout à fait. Et elle peut aussi donner je dirais une indication en termes de direction, puisque quand je lève pour tourner à droite, j'ai mon à l'arrière aussi, vous avez un rappel à l'arrière. Tout à fait, je peux en vélo, donc je tourne à droite et ça indique. Très ingénieux. Ça marche, hein. Donc on a les clignotants intégrés sur cette... Le feu stop aussi, vous avez le feu stop. On n'a pas encore le feu stop, mais en tout état de cause, on donne une information et c'est vrai que ça renforce la sécurité, ne serait-ce que psychologiquement. Et en termes d'identification dans le rétroviseur, on parlait tout à l'heure, vous parlez des problèmes avec les poids lourds. Bien d'avoir une masse jaune lumineuse attire l'attention dans le rétroviseur et je suis surtout par temps changeant, que ça soit nuageux, etc., moins de visibilité. Là tout de suite on identifie beaucoup plus clairement les cyclistes. On y revient tout à l'heure, en tout cas c'est très intéressant, vous aurez encore plus d'astuces. Et là je m'intéresse à Christophe Ramon justement qui va nous parler de la prévention routière essentiellement et des populations plus fragiles, plus exposées, notamment au risque, avec un micro qui est là. Bonjour, vous allez bien? Bon. Je vais être plutôt complémentaire. Un petit peu plus fort. On n'a pas parlé des seniors. Les seniors, ouais. Ils sont vraiment très présents dans les accidents mortels. D'accord. Il y a un enjeu particulier, notamment en ville et hors agglomération également. Sur cette cible-là, c'est des personnes qui sont plutôt fragiles en cas d'accident. Vous avez évoqué la question de l'équipement des cyclistes, on voit qu'en France, les cyclistes sont quand même sous-équipés en matière de protection individuelle, que ce soit les éléments de visibilité, le casque, le vélo. On se compare avec la Suisse, on voit qu'on a un net déficit en matériel de protection, mais aussi un parc vélo qui est très mal entretenu et qui a un équipement obsolète, défaillant. Les vélos personnels qui circulent en ville sont
4 cas sur 5 défaillants en matière d'éclairage. Il y a vraiment un gros souci de ce côté-là. Enfin, on l'a souligné tout à l'heure, il y a vraiment un problème de visibilité des cyclistes, avec des automobilistes qui échouent à voir un cycliste, qui ont du mal à apprécier la vitesse des cyclistes. Souvent, en la sous-estimant. Et ça peut provoquer des conflits et des cartes. D'accord, donc les enjeux également dont on va parler, c'est les facteurs justement, d'autres facteurs. Et là, je me tourne vers Christophe Sabatier, que je ne vois pas, voilà, que je distingue ici à mes côtés. Christophe Sabatier, pour rappel, c'est le syndicat des équipements de la route, c'est-à-dire vous êtes sur votre stand. C'est ça. D'accord. Donc à vous l'honneur. D'autres facteurs, c'est également la partie des nouveaux panneaux, parce que quand même les aménagements cyclables génèrent de nouveaux panneaux de signalisation assez régulièrement. Le micro un peu plus précis. Pardon. Et les usagers motorisés ne connaissent pas souvent la traduction des messages qui véhiculent par les panneaux. Et je parle par exemple du panneau M12 qui autorise les cyclistes à passer au feu rouge. Je pense également au panneau voie verte. Je pense également, j'en avais noté plusieurs, notamment des impasses. Où là, que ce soit les usagers motorisés ou les doubles sens cyclables également, quand le cycliste a la possibilité de remonter à contresens. Oui, à Paris souvent on voit ça maintenant. Et les véhicules motorisés, on passe cette traduction systématique et donc ils sont parfois surpris de pouvoir remonter un cycliste à contresens. Ils ne savent pas comment se comporter devant cette situation. Et ensuite, il y a également la méconnaissance des collectivités, même si bien sûr le cyclable est là pour travailler dans ce sens, et croyez-moi, il le fait bien, mais il y a quand même pas mal de collectivités qui ne savent pas utiliser, qui utilisent les panneaux pas à bon escient par rapport aux situations milieu urbain. Donc quelle solution justement pour améliorer leur réaction? De la communication, de la formation. Oui, voilà, beaucoup de communication sur les panneaux qui sortent de nouveaux panneaux. C'est très important à ce niveau-là. Voilà, Thomas Jouanneau, justement, pour aborder la seconde partie de ce débat. Comment améliorer la sécurité des vélos? Quelles solutions y a-t-il des exemples d'aménagement urbain dont vous pouvez nous parler avec une nécessité d'identifier les zones accidentogènes et derrière tout ça, bien sûr, rendre le cycliste plus visible? Alors, si je devais répondre par une seule phrase, ce serait modération de la vitesse des usagers motorisés. Mais Véronique en parlera plus en détail après moi. Les cyclistes, eux, ne sont pas mis en cause. Un cycliste, il transporte une énergie cinétique qui est relativement faible, c'est-à-dire que quand il est rarement, en tous les cas, mais surtout quand il met une sécurité en jeu, c'est surtout la sienne, il est rarement responsable d'accident grave, et de toute façon, la vitesse moyenne, on s'intéresse à la vitesse moyenne du vélo en ville, on l'a fait notamment à Lille en équipant un certain nombre de cyclistes GPS, on voit que la vitesse moyenne est de l'ordre de 15 km/h, elle augmente évidemment entre les carrefours. Donc, finalement, le problème de la vitesse des cyclistes, évidemment, il y a toujours des exceptions. C'est pas un problème majeur dans il y a des cas, il y a des exceptions. Voilà. Et je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit M. Sabatier sur la question du double sens cyclable. On a quand même des résultats parce que c'est un équipement qui existe depuis longtemps, qui existe depuis le début des années 80, mais qui a eu un fort essor suite à des limites et sa systématisation dans les zones de circulation des zones de rencontre, et puis maintenant les aires piétonnes et les rues limitées à 30. Glisstar a fait une enquête auprès de plusieurs milliers d'usagers, pas forcément cyclistes, pour voir comment ils ont compris le double sens cyclable. Et on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a plus de 80% des usagers, quand on les interroger, qui savent ce que c'est. Et donc finalement, on a des impressions peut-être, mais sur la question du double sens cyclable, quand on essaie d'objectiver les champs en termes de connaissances, je crois que c'est plutôt bien perçu. Alors, il y a un équipement que vous avez évoqué, le CD passage cycliste au feu, ce petit panonceau qui permet de franchir le feu rouge pour une ou plusieurs directions. Ça, on le voit concrètement dans quelle commune précisément? Ça vient de sortir, c'est assez récent. Alors, ça date de janvier 2012.
C'est assez récent. Voilà. Et donc à l'époque, l'autorisation comportait seulement le fait de tourner à droite ou d'aller tout droit dans le pour rentrer. Et récemment, maintenant, on a la possibilité de vous permettre d'aller dans une ou plusieurs directions. Même s'il y a un feu rouge. Même s'il y a un feu rouge, tout à fait. En cédant le passage aux piétons qui traversent, évidemment, et aux usagers motorisés. Donc, c'est vrai qu'il est moins bien connu. Même il y en a à Paris, il y en a à Paris. Il y en a 4000 à Paris. Il y en a 4000 à Paris, donc il est visible sur l'espace public. Avec notamment en ce moment, dans le 10e arrondissement, on est en train de tester, la ville de Paris est en train de tester des possibilités de tourner à gauche. C'est le passage en tourne à gauche. Ça, c'est... Voilà, c'est les mouvements dans une perspective de généralisation. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu moins bien connu, mais à la limite, j'ai envie de dire, s'il n'est pas connu par les usagers motorisés, c'est pas forcément un drame, puisque de toute façon, le cycliste, il doit céder le passage forcément aux piétons ou aux usagers motorisés qui circulent sur la voie séquence. Donc, s'il y a un conflit, eh bien, c'est le cycliste qui, de toute façon, sera mis en cause. Donc, j'ai envie de dire à un aménageur qui se lance dans cette généralisation, comme l'a fait Paris depuis 2012, eh bien, en cas de conflit, de toute façon, ça sera a priori le cycliste qui sera responsable. Et j'enchaîne sur le fait que ça, contrairement à ce qu'on peut voir, ça c'est peut-être un peu contre-intuitif, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais c'est un équipement de sécurité sur ces déplaçages cyclistes. Puisque, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet aux cyclistes un démarrage anticipé par rapport au trafic motorisé, notamment quand il est à côté d'un véhicule à gros gabarit. Eh bien, le scénario d'accident que j'ai évoqué, il peut démarrer avant et donc diminuer le risque d'accident en angle mort. Et puis même dans certaines situations, d'ailleurs Abel Bouguenin l'avait évoqué, l'a expliqué dans son émission Renouveau la semaine dernière, même pour certaines situations de tourne à gauche, eh bien, ça va être... Alors là, ça va être un peu compliqué à expliquer, il faudrait que j'ai un schéma et puis que vous mais le fait d'autoriser le cycliste dans des rues où la voie séquente est très faiblement fréquentée, eh bien, ça va lui permettre de se prépositionner en fait et de bénéficier du fait que le trafic antagoniste est bloqué pour pouvoir tourner à gauche. C'est pour ça que dans cette situation-là, au moins en termes de risque perçu, en tous les cas, le risque réel c'est difficile à éviter, mais au moins en termes de risque perçu, eh bien, le cycliste va être beaucoup plus confortable pour lui. Marianne Isvert-Béguin de Metz Métropole, vice-présidente Metz Métropole, vice-présidente d'unité déplacement. Est-ce que ces solutions existent, Metz? Écoutez, d'abord, merci bonjour. pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Là, on est entre grands spécialistes du vélo. Sauf moi. Je suis pas une grande spécialiste du vélo, je pratique le vélo, mais nous, en tant qu'élus locaux, nous avions un premier challenge sur Metz et sur Metz Métropole, parce qu'il n'y avait pas de culture vélo. L'ancienne municipalité, avant 2008, avait mis en place le plus grand plateau piétonnier de France, mais interdit au vélo. Lorsque vous étiez à vélo sur ce plateau piétonnier, vous pouviez vous faire verbaliser. C'était un peu ubuesque. Voilà. Donc effectivement, on vient de loin. Mettre en place une culture vélo, le développer, donc on n'en est pas encore à tout ça. Donc il a fallu trouver quelque chose pour faire admettre une autre manière de se déplacer. Et là quand même, vous avez fait plusieurs fois référence à la zone de rencontre, je peux l'annoncer, hein, c'est un Metz qui est née la première zone de rencontre en France. Nous l'avons mis en place lors de la mise en place du plan vélo en 2010. Donc effectivement, ces zones de rencontre, c'est le piéton qui est prioritaire, ensuite c'est le vélo et ensuite la voiture doit laisser passer. Donc effectivement, mais nous n'avons pas misé au départ sur des techniques un peu, sur des panneaux, sur tout ça, parce que nous voulions apaiser la vitesse, réduire la pollution, donc c'était au niveau global, changer nos modes de déplacement et notre culture de déplacement en ville. Bien sûr, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travaux, je pense grâce à vous tous, et nous avons mis en place dans les quartiers des zones, pas seulement des zones de rencontre, mais des zones 30. Et dans les zones 30, elles sont toutes matérialisées par terre ou alors par des panneaux. Et effectivement, le vélo devient une priorité lorsque nous refaisons
des travaux. Il y a encore de la marge, hein. On est passé quand même aujourd'hui, on a à peu près 88 km de pistes cyclables, mais l'objectif en 2020, c'est que la voirie sur Metz soit à 100% cyclable. Donc on a besoin de tous ces équipements pour sécuriser, parce qu'on voit que la première difficulté aujourd'hui pour que les gens se remettent sur le vélo, c'est qu'ils ne se sentent pas suffisamment en sécurité. Et on voit que lorsqu'il y a la possibilité d'avoir la voie cyclable sécurisée, eh bien il y a beaucoup plus de personnes qui l'empruntent. Mais énormément de travaux à faire, parce que vous savez que nous, les collectivités, on est vraiment aujourd'hui assez contraints, et lorsqu'on demande d'investir au niveau des pistes cyclables, bien évidemment se pose toujours le problème évidemment financier. Mais quand même, aujourd'hui aussi sur Metz, nous sommes en train de revoir notre plan de déplacement urbain, et là je pense à vous, nous faisons des réunions sur tout le territoire de Metz Métropole, et la rencontre avec les élus, il y a vraiment une unanimité sur le déplacement à vélo et le déplacement pour le travail. Donc vraiment, lieu de travail, il y a vraiment une attente. On manque un peu de fond, mais je pense que c'est sur la bonne voie. Plus on aidera au niveau de la sécurité, plus on aura du monde qui prend le vélo. Qu'est-ce que vous inspire ce témoignage là, de Madame Michaud? Vous êtes, je le rappelle, vraiment dans le cœur du sujet, puisque c'est Club des villes et territoires cyclables. Vous êtes, j'imagine, en partenariat, vous êtes en interaction permanente avec des acteurs comme ça qui veulent améliorer les voies, les pistes cyclables. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous proposez? Quels sont c'est un terrain sans fin, si je puis dire. Oui, effectivement, on est un réseau de plus de 1500 collectivités, donc fait partie Metz et de l'agglomération. Je crois que tout est dit par Madame Miller-Béguin, c'est-à-dire que finalement, l'abaissement des vitesses et le principe de la rencontre qu'il y a dans les espaces apaisés, dont la bien nommée zone de rencontre, je trouve que tout est dit. L'abaissement des vitesses, Thomas en a parlé également, c'est vraiment quelque chose d'important. Un peu d'histoire. Quand notre réseau s'est créé, je n'étais pas là, mais il y a plus de 25 ans, un peu plus de 25 ans, par 10 villes, 10 élus en charge des transports qui se demandaient comment encourager le retour du vélo, qui, sauf à Strasbourg, avait disparu partout en tant que mode de déplacement dans nos villes. Il était resté un peu comme un mode utilitaire à la campagne. Et ces élus sont allés visiter des villes en Suisse et en Allemagne, parce que les formes urbaines n'étaient pas trop différentes. Aller à Copenhague et Amsterdam, à part revenir avec une dépression, c'était pas utile à l'époque. Voilà, donc l'écart était tellement grand que ces villes suisses et allemandes étaient intéressantes. Et la conviction à l'époque était, on le comprend assez aisément, que pour encourager le retour du vélo, il fallait absolument sécuriser le vélo, il fallait absolument le séparer des autres flux, et que, ma foi, c'était compliqué, c'était cher, c'était pas forcément facile partout, donc il était souvent urgent de ne rien faire. Il fallait surmonter cet obstacle. Reporter le problème. Voilà. Et quand ils sont revenus, avec dans la musette des solutions, finalement, ces solutions étaient peu ou pas dédiées vélo. C'était avant tout l'abaissement des vitesses. Et d'ailleurs, à peu près à la même époque, la zone 30 fait son entrée au code de la route, en 90. Bon, on est en France, alors elle rentre au code de la route en 90 et on ne s'en sert pas pendant très longtemps quand même, ou pas très bien. Mais voilà, d'un seul coup, il était évident que l'abaissement des vitesses des motorisés était la condition incontournable pour favoriser le retour du vélo, faciliter ses conditions d'usage, le rendre confortable, encourager cet usage, et puis c'était un bénéfice pour tout le monde, c'est-à-dire on est un peu dans des démarches gagnant-gagnant. Les designers de l'espace, de la pensée aménagiste parlent quelquefois de design for all, mais quand on pense aux cyclistes et qu'on abaisse les vitesses, on pense finalement au plus grand nombre, mais comme Madame Hiller-Béguin l'a dit très bien, la zone de rencontre, contrairement à l'aire piétonne interdite aux cyclistes, parce que c'est vrai que ça c'était quand même la ville un peu qui nous surprenait à l'époque beaucoup. Mais la zone de rencontre, par définition, on est dans une ville fluide, où la voiture n'est pas interdite, mais elle est invitée, autorisée, calmée, où le piéton se sent à l'aise, où le déplacement des enfants, des personnes âgées dont on parlait est facilité. Donc en fait, c'était intéressant de voir que
les premières choses à faire n'étaient pas nécessairement des actions très spécialisées en direction des cyclistes, mais plus globalement de cette ville des usages, voilà, des usages et des usagers. Et juste pour prendre un exemple, dans les années 80, entre 80 et 2000, une ville comme Chambéry, par exemple, même entre 80 et 90, a fait partie avec quelques autres villes d'un programme très important en France qui s'appelait Ville de Certu, qui précédait le CEREMA, était très actif dans cette démarche, qui s'appelait Ville plus sûre, quartier sans accident, où toutes les solutions que nous sommes en train de défendre aujourd'hui, dans la démarche un peu dite de code de la rue, étaient là. Il y a encore des gens vivants qui ont participé à cette démarche. Ce qui est toujours un peu décourageant en France, c'est qu'on a tout. Les villes pilotes ont les solutions. La ville de Chambéry, qui pratique avant tout l'abaissement des vitesses, diminue par 10 le nombre d'accidents et d'accidents mortels en 10 ans, avec un trafic local qui est multiplié par 3. Et finalement, ces solutions n'essaiment pas suffisamment, ne sont pas assez disséminées, parce que souvent, oui, et puis on n'a pas les budgets pour le faire savoir. Voilà. C'est pas les budgets pour les appliquer, c'est le budget pour le faire savoir déjà. Donc on a souvent de très bonnes boîtes à outils, de très bonnes pratiques, et ma foi, on prend encore 10 ans de retard pour... Alors, c'est aussi le rôle de notre réseau, qui a encore sa raison d'exister. La preuve, c'est qu'il faut encore faire connaître. Je suis d'accord avec M. Sabatier quand il dit qu'il y a un déficit de communication sur les panneaux, la réglementation. Il suffit de, parfois, même dans un repas de famille, on s'aperçoit qu'on est en train de refaire toute l'explication. Mais j'ai vu un panneau, j'ai pensé à toi, après, quoi ça sert. Il y a la responsabilité individuelle de chacun aussi. Oui, mais quand même, c'est vrai que c'est pas normal que les collectivités aient la charge à elles seules d'expliquer quelles sont les évolutions réglementaires aujourd'hui dans notre pays. Et on nous dit, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget au ministère de... Thomas ne peut pas le dire, mais nous pouvons le dire. Il n'y a pas de budget au niveau national au ministère. On nous dit, up to you, faites-le. Il n'y a pas de budget. Là, le délégué interministériel à la sécurité routière nous a dit, finalement, on est assez d'accord avec vous, pour peut-être quand même qu'on mette un peu de budget ensemble pour faire connaître ces nouvelles évolutions réglementaires. C'est la première fois qu'on nous le dit. Et il revient à chaque collectivité locale d'utiliser les outils, mais de faire la pédagogie et d'expliquer pourquoi on va dans cette direction, pourquoi on utilise ces outils qui peuvent être des aménagements de voirie, des panneaux, enfin il y a beaucoup de solutions, des aménagements encore une fois qui ne sont pas forcément dédiés au vélo, mais chaque collectivité, nous les y aidons le plus possible, mais a la charge de réexpliquer dans quelle direction on va, pourquoi on y va. C'est pas dans le but uniquement d'embêter les automobilistes, c'est pas un but en soi. C'est une ville des usages qui est bonne pour tout le monde, et grâce au vélo, on y va un peu plus vite. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça reste aussi à la charge des collectivités ou de leur réseau qui font leur possible à chaque fois pour le faire. Je pense qu'on aurait une communication nationale sur ces aménagements et ces évolutions pour en expliquer le bien fondé, le sens, et qu'on va tous dans la bonne direction. Ça nous aiderait quand même un peu. Enfin, je ne pense pas que vous direz le contraire de... Oui, si vous permettez, il y aurait du temps, parce que par exemple, je fais la pub. Voilà, vous avez chacun il est bien d'ailleurs. Effectivement, donc ce qu'on est obligé de faire, on est obligé de faire de la publicité pour expliquer comment on roule à vélo. L'abécédaire du vélo. Voilà, donc, mais d'un autre côté, je crois qu'on n'a pas parlé d'éducation. On apprend aussi le vélo. Et donc, Metz Métropole et la ville de Metz, on soutient des associations qui font l'école du vélo, c'est-à-dire que tous les gamins, on essaye de faire en sorte que tous les gamins des écoles puissent apprendre à faire du vélo, et également ceux qui veulent se remettre à faire du vélo. Les parents n'apprennent plus à faire du vélo à leurs enfants. L'école des seniors, non, c'est vrai, il y a certains qui ne savent pas, il y a certains gamins qui ne savent pas faire du vélo. C'est regrettable. Et non, mais ce qui est très intéressant, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des personnes donc de mon âge qui n'ont plus fait de vélo depuis très longtemps et qui ont envie de se remettre à vélo. Et donc il faut les accompagner. Et là, nous avons des associations qui font un travail absolument remarquable. Il faut les remercier, donc on les accompagne un peu, mais pas suffisamment, et qui réapprennent à monter à vélo. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Donc les seniors, les gamins, c'est l'éducation de la culture du vélo. Christophe Sabatier, justement, les aménagements sont-ils performants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire mieux, il faut faire plus. Mais comment? Moi j'ai plusieurs choses. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de cyclistes. Il y aura plus de cyclistes. Inciter finalement déjà. Parce que est-ce que finalement est-ce que tout passe par la sécurité?
dire, si quelqu'un ne veut pas faire du vélo, je pense pas que la seule raison, ça va être, il n'y a pas de piste cyclable, ça va pas être la seule raison qui va, c'est une des raisons, c'est pas la seule raison qui va l'empêcher de faire du vélo. Déjà, il faut qu'il ait un vélo, ou alors qu'il puisse en louer un dans une borne comme à Paris, les Vélib, encore qu'il y a certaines stations, moi j'en ai utilisé avant d'avoir un vélo, on ne pouvait pas remettre son vélo, parce que toutes les stations étaient pleines. Donc on était obligé de faire 1 km de plus pour trouver une station de Vélib qui était disponible pour pouvoir remettre son vélo. Bon, il y a quand même pas mal de situations ubuesques dans tout ça, même si c'est quand même du progrès, hein. On est tous d'accord là-dessus. Mais que faut-il faire au final? Parce que oui, on part de là, de dire déjà apprendre à nos enfants à faire du vélo, je pense que déjà c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, qu'est-ce que vous préconisez? Il faut également entretenir sa signalisation. Les panneaux. Les panneaux, effectivement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la baisse des budgets des collectivités, les panneaux restent de plus en plus longtemps sur les routes, encore plus en campagne, et que il faut évoluer avec les nouvelles technologies justement qui permettent ou qui garantissent des panneaux qui ont des garanties beaucoup plus longues, notamment l'impression numérique. Que ce soit garantit des panneaux beaucoup plus de 12 à 14 ans, voire de 10 ans, par rapport à la sérigraphie ou au lettrage collé, par exemple. Quelle est la durée moyenne de l'utilisation d'un panneau? L'utilisation, il y a des conseils généraux qui laissent des panneaux avant il y a laissé une quinzaine d'années, maintenant ça va au-delà de 20 ans. Ça dépend de la politique départementale, ou communale ou de l'agglomération. C'est vraiment très aléatoire. Par contre, ce temps a tendance à s'accroître. Et donc du coup, il faut privilégier des panneaux qui ont des garanties beaucoup plus longues dans le temps. Est-ce qu'il faudrait inventer de nouveaux panneaux? Ça, par exemple. Il y en a beaucoup qui... Faites du vélo, peut-être? Un panneau faites du vélo. Après, il y a des nouvelles pratiques. J'ai encore... vous voyez, je suis dedans et j'ai encore appris tout à l'heure qu'il y avait de nouveaux marquages au sol qui étaient sortis. Février 2015, voilà. J'ai appris ça ce matin. Spécifique au vélo. On parlait de communication, c'est dramatique. Je travaille dans la signalisation. Non, c'est septembre. Pas de marquage au sol, mais... Septembre. Vous avez un peu moins long. Pardon. Je suis dedans et pourtant je ne suis pas au courant de ces pratiques-là. Je fais du vélo, je ne fais certes pas de peinture au sol, mais n'empêche que j'arrive de former des collectivités sur comment utiliser un panneau, comment le positionner. Et malgré tout, j'ai un déficit de connaissance sur ce côté-là. Ça évolue, c'est très bien, mais pourquoi pas améliorer certains panneaux pour Est-ce qu'on va arriver sur certaines villes à avoir des pistes cyclables aussi larges que celles du Danemark ou d'Amsterdam qui sont, on peut mettre 3 vélos côte à côte, donc on en est loin, mais dans certaines villes, est-ce que ça serait pas une bonne idée finalement pour que tout le monde se dise, en fait c'est le nombre qui donne envie. Il y a des pistes plus grandes, on peut les prendre. Parce qu'effectivement, à Paris, il y a beaucoup de travail qui a été fait, c'est clair. Il y a des pistes qui font une largeur d'1 mètre maximum. Est-ce que ça peut durer comme ça? Est-ce que les toutes petites pistes peuvent durer? Ou alors il faudrait bien sûr épargner la voiture ou faire moitié-moitié? Comment on pourrait faire? Déjà, il faudrait commencer par parler d'aménagement cyclable et pas cantonner aménagement cyclable à piste cyclable. Ouais. Parce qu'il y a une panoplie d'aménagement qui peut varier en fonction du type de cycliste que l'on est. Par exemple. Donc une piste cyclable d'1 mètre, effectivement, c'est vraiment très très peu. Et la plupart font 1 mètre. Oui, la plupart font 1 mètre. Il faudra arriver à un 20, un 30, voire un 50, ce serait l'idéal. Non, non, parce qu'il y a des voitures. Il y a des voitures garées après. Qui est aux prémices de la transformation de la ville de Metz. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Puisque dès lors qu'on est en transformation, on peut faire des bonnes choses. Voilà, c'est ça, parce que lorsque nous avons mis en place la réorganisation totale des transports en commun, et notamment la nouvelle ligne dédiée de Métis, on a profité pour l'accompagner de pistes cyclables. Donc nos pistes cyclables, certaines sont très confortables. Il y a d'un côté une partie pour le piéton, la piste cyclable, et puis la voie dédiée aux Métis. Donc ça, c'est possible lorsque on réorganise la cité. Et
partout en France, on voit ce genre d'exemple. Et ensuite, lorsqu'on est contraint dans des petites ruelles, alors là, le centre-ville, chez nous, c'est vraiment des petites ruelles en zone sauvegardée où nous avons des pavés, où il est absolument impossible de rouler et ça monte. Donc effectivement, il faut chercher la manière dont on peut se mettre sur un euro. Et là, je pense, on n'a pas parlé du vélo électrique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, ça peut être une solution et on voit de plus en plus de personnes de mon âge, on va dire de seniors, qui empruntent ce mode de déplacement. Et, à Paris, d'ailleurs, c'est subventionné. On peut aller partout. Mais d'un autre côté, je crois qu'il faut vraiment se préparer et préparer nos concitoyens, leur dire que le déplacement à vélo est un déplacement comme un autre. Et donc il faut faire de plus en plus d'animation. C'est ce qu'on essaye de faire sur la collectivité. Les bonnes pratiques. Animation, par exemple le challenge à vélo, au boulot, à vélo. Donc on demande aux entreprises de participer et ça commence à prendre vraiment avec des kilos pour attirer. Donc la fête du vélo, cette année, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui sont venues à la fête du vélo. On voit qu'il y a un engouement, donc cet engouement, il faut vraiment qu'on l'accompagne. Et ça, c'est le travail des élus d'accompagner pour montrer que, eh bien, demain, ça fera totalement partie, comme dans les pays nordiques, comme au Danemark, comme en Suède. Par exemple, si vous permettez, nous avons beaucoup d'invités, de délégations qui viennent du nord de la France pour visiter le Métis. La semaine dernière, nous avions une délégation danoise et la première question qu'ils m'ont posée, mais il n'y a pas de vélo ici. Et donc effectivement, il y en a quelques-uns, mais pas suffisamment. On monte en puissance, mais ce n'est pas encore suffisant. Mais il y a cette volonté, donc vraiment les accompagner au niveau de l'animation, et les sécuriser aussi, leur dire que, eh bien, on fait tout pour les sécuriser. Ils peuvent faire du vélo parce que nous avons mis en place les moyens de les sécuriser dans le cadre de leur déplacement. Voilà, exactement. Et effectivement aussi, on peut se poser la question du point de vue des automobilistes. Est-ce que les constructeurs d'automobiles ont-ils leur rôle à jouer, notamment dans de nouveaux instruments, dans la création de nouveaux instruments pour aider à percevoir les cyclistes? Christophe Ramon, est-ce que vous avez votre idée sur le sujet? D'abord, je vais compléter ce que vous avez dit. En fait, on demande un aménagement. En fait, il y a quand même, en France, il y a énormément de communes. Et là, on parle beaucoup des grosses communes, de plus de 100 000 habitants, où il y a beaucoup d'équipements cyclables, en général. Mais souvent avec des problèmes de cohérence, notamment d'itinéraires cyclables qui ne sont pas forcément respectés. Par exemple, on ne peut pas faire de GPS cycliste en France, c'est quasiment impossible, parce qu'il n'y a pas de cohérence dans les itinéraires cyclables. Un cas typique, c'est une piste cyclable qui appuie sur rien, qui oblige les cyclistes à se réinsérer de manière parfois dangereuse dans la circulation. Après, vous avez énormément de communes, en dessous de 100 000 habitants, des petites communes où il n'y a aucun aménagement cyclable. Là, il y a une forte demande des habitants en matière de pistes cyclables. Grosso modo, on veut bien faire du vélo, mais on va avoir des routes sûres pour en faire. En matière de véhicules, il y a deux sujets. Il y a les vélos eux-mêmes qui répondent à des normes qui sont très anciennes, notamment sur l'éclairage. On va les mettre à jour, ces normes, faire en sorte que les vélos soient bien visibles de nuit. On l'a vu avec les vélos en libre-service. Quand même un niveau d'équipement qui est bien supérieur au parc. On va en parler tout à l'heure aussi avec Frédéric Copin, c'est son gilet magique. Vélo personnel. Après, sur les voitures, on mène une action au niveau européen pour réclamer l'homologation obligatoire des systèmes anti-collision sur les véhicules. C'est-à-dire, on a des véhicules aujourd'hui qui détectent des obstacles, que ce soit des piétons, des cyclistes, qui vont freiner automatiquement le véhicule pour éviter l'accident. Ça, maintenant, on a des systèmes qui sont très efficaces, notamment en ville. C'est en passe surtout de les angles devenir morts qui sont difficiles à percevoir, parce que le vélo arrive. Et ça peut être devant, derrière, sur les côtés. Sur des systèmes qui sont en passe d'être généralisés aux États-Unis, avec un accord entre les constructeurs, les assureurs et le gouvernement américain. D'accord. Et nous, on milite au niveau européen, parce qu'au niveau européen, il faut que ça soit rendu obligatoire. Ce ne sera pas une initiative des constructeurs. Donc, il y a aussi une grande marge de progrès en améliorant les véhicules, en apportant ces automatismes pour éviter les accidents. Je prends un exemple, Volvo par exemple annonce à l'échéance 2020 un 0 tué dans ses nouveaux véhicules.
D'accord. Voilà. On veut aussi qu'il y ait 0 tué à l'extérieur du véhicule. Oui, forcément. Ça serait effectivement une bonne ambition. Et pour relayer ça, effectivement, je me retourne à nouveau vers Frédéric Popins et son gilet magique jaune fluo avec des LED, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire briller tout ça, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Ce gilet, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? Alors, je ne pense pas qu'il fasse celui-ci, mais le rendre général. obligatoire, mais le cyclisme donc, et le développement du cycle en ville progresse. Donc, c'est vraiment encourageant. Je pense que la signalisation et la protection individuelle, puisque pour le coup là c'est pas l'amélioration de l'infrastructure, protéger sa vie, et c'est le seul élément où on peut avoir un bout de carrosserie et mettre quelque chose. Donc ce vêtement donne beaucoup d'informations, de jour par sa couleur très vive, donc le fluo, de nuit par le système rétro-réfléchissant, donc les petites bandes grises et les LED qui renforcent. Les phares des véhicules qui vont sur des catadioptres. Tout à fait, renvoyer l'information lumineuse donc, du phare de véhicule vers l'automobiliste. Donc donne une visibilité. Inciter aussi les nouveaux cyclistes à acquérir un vélo et à être plus rassurés déjà eux-mêmes. Tout à fait. Faire du vélo et rassurer, bien sûr, et identifier les automobilistes. Tout à fait. Donc nos meilleurs prescripteurs aujourd'hui sont les jeunes, souvent. C'est vrai que les enfants, comme je dirais au sport d'hiver, il y a le casque au ski. Et bien, accessoirement, c'est imperméable apparemment. Complètement. Donc ça protège également des intempéries. Donc on est protégé de l'intempérie, de la visibilité de jour. De nuit, on donne une information maintenant, je vous le refais, de direction. En fait, c'est le fait de lever le bras qui déclenche automatiquement le clignotant. Tout à fait, il y a un capteur sur chaque bras qui prend l'information. Donc ce système aussi est doté d'un boîtier donc, que j'ai ici, qui pourra demain être connecté peut-être en automobile pour donner une information de présence, donc avec une zone d'intervention. Donc ça sera aussi du développement encore industriel, mais c'est par module. Là, si vous appuyez sur ce produit rouge, on modifie. Qu'est-ce qui se passe? On modifie la rapidité des LED, mais demain on pourra plugger différents systèmes. En cas d'accident, peut-être aussi en cas d'urgence. Exactement. J'ai remarqué souvent à Paris, moi j'ai eu un accident il y a 2 ans, on m'a laissé sur le trottoir pendant 5 minutes. Personne n'est venu me secourir. On a un petit système. Si j'avais eu ce bouton, peut-être que j'aurais pu appeler les pompiers ou ça peut prévenir. Non, mais c'est le projet aujourd'hui, en marche. C'est du vêtement connecté, hein, donc on va pouvoir mettre des modules. Et on a également donc un QR code qui est ici, qui identifie le porteur, groupe sanguin, qui prévenir en cas d'accident. Donc on a vraiment une vraie réponse. Je pense en termes de protection individuelle, hein, on a parlé beaucoup d'infrastructures, mais c'est une solution aussi rapide et efficace et une prise de conscience, je dirais, du cycliste à sa sécurité. Véronique Michaud et puis Thomas Jouanneau et tout le monde, un mot de conclusion avant les questions publiques, j'imagine qu'elles seront nombreuses et on finira ce débat. Conclure, je ne sais pas, mais rebondir sur le nombre. Le nombre de cyclistes, c'est effectivement une incitation à se mettre au vélo ou à se remettre au vélo, c'est un peu contagieux, on se dit si les autres le font, etc. Et c'est un gage de sécurité, puisqu'on est dans une table ronde sur la sécurité, on sait qu'il y a un effet de masse critique qui aura un effet sur le ralentissement des vitesses, je parle sous le contrôle de Thomas, des vitesses démotorisées, et qui renforcera la visibilité, l'inscription des cyclistes dans le paysage. Donc plus il y a de cyclistes, mieux c'est pour le confort, la perception des cyclistes et leur sécurité. Et je dirais, plus il y a de cyclistes, je suis d'accord avec vous qu'à un moment, il va falloir changer les gabarits, quoi. Et alors moi j'ai une solution, c'est de prendre de la place d'infrastructure. Il faut prendre de la place sur la voirie. Les aménagements cyclables et pas seulement les pistes. Vous parliez de Copenhague, qui est un très bon exemple. À un moment, quand ils sont arrivés comme ça avec des flux de cyclistes importants, on voit très bien que la solution sur les grands axes, ça a été de prendre l'équivalent d'une voie, et on a du coup des pistes dans un sens de circulation et dans l'autre sens de circulation qui ont la dimension d'une voie, voire davantage d'une voie précédemment réservée à l'automobile. Et sur des voiries secondaires, des voiries qui sont plus là pour la desserte et moins pour le transit, et bien là c'est l'abaissement des vitesses principalement. Alors on peut mettre de la bande, des doubles sens, etc. Je ne rentre pas dans le détail des solutions,
Mais dans ces rues, bien souvent, il n'est pas nécessaire de faire beaucoup d'aménagements. Les budgets des collectivités sont contraints, donc il faut mettre l'argent là où il est important, là où il va amener des gains de sécurité, et pas un petit peu partout, ce que font pas les collectivités d'ailleurs, parce qu'elles ont bien conscience que dans un plan vélo, elles ont une démarche dans ce sens. Donc prendre de la place, et dans le périurbain, il y a de la voirie en stock. Il y aura à terme moins de voitures, prendre des voiries et les dédiées. Et dans le périurbain, il y a un enjeu de sécurité fort, parce que là, les vitesses sont élevées, et la cohabitation entre le vélo et les motorisés, elle n'est pas une solution. Donc là, il faut des aménagements plutôt dédiés vélo, là où les vitesses sont excessives, eh ben, il faut prendre la voirie en stock. Ariane Isler-Béguin. Oui, ben moi je voudrais d'abord dire que le vélo c'est bon pour la santé, il ne faut pas l'oublier. C'est bon pour l'environnement parce qu'on évolue. Ça libère quand même de la voiture. Et là, j'ai aussi une solution à apporter par rapport aux pistes cyclables. On a encore des marges de progression. Plus on va réduire la voiture, plus on va libérer de l'espace. Et je pense notamment au parking sur les voies actuellement. Donc on a du mal à ôter ces parkings-là. Et donc si on arrive à dégager ces parkings, eh bien, nous aurons tout simplement de nouvelles pistes cyclables qui seront plus larges que les 1 mètre. Donc voilà, je crois qu'il y a encore des marges de progression sans que ça coûte très cher. En avant le vélo, Christophe Sabatier, un mot de conclusion. En avant le vélo, que le code de la rue sorte et vive le Tour de France. Exactement. Donc il y a de plus en plus de cyclistes, ce sera la meilleure sécurité. Voilà. Faites du vélo. Christophe Ramon. Moi j'ai un mot, c'est formation. Formation des enfants notamment. Chaque année on sensibilise des centaines de milliers d'enfants ici au vélo, à la maniabilité de la route. Malheureusement c'est vrai que les subventions allouées par les municipalités sont en baisse, donc c'est de plus en plus difficile. Les formations des automobilistes, parce qu'à chaque fois qu'on les voit sur ces sujets-là, ils ne connaissent absolument pas ces nouveaux aménagements, ces nouveaux panneaux, ils les découvrent. Même à Paris, vous interrogez des conducteurs, ils ne comprennent pas les panneaux, le double sens cyclable. Eux, c'est quoi? C'est des cyclistes qui remontent les Ils ne savent pas pourquoi. Voilà. Et voilà, là aussi, il faut faire des campagnes de sensibilisation, d'information. Il n'y en a pas eu au niveau national, donc on fait nous, à notre échelle, dans les entreprises, auprès des conducteurs seniors, il y a un vrai déficit. Thomas Joanneau. Moi, je voudrais faire suite aux propos de Christophe et de Véronique sur la question de la sécurité par le nombre. Alors, c'est pas qu'une perception, qu'une impression, c'est une intuition qui est confirmée par les statistiques d'accidents. C'est-à-dire que quand vous regardez en Europe et même dans le monde, et que vous vous intéressez au risque routier individuel d'être tué pour un cycliste, eh bien, il décroît au fur et à mesure que le nombre de kilomètres parcourus par les cyclistes et par an augmente. Donc il y a vraiment une corrélation qui existe. Et il y a même alors, les opposants à cette théorie-là disaient oui, il y a une corrélation, mais il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. C'est pas parce que c'est le syndrome de la cigogne, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas forcément de relation de cause à effet entre baisse du risque et pratique cyclable. Eh bien, il y a des études récentes, qui ont été faites notamment en Israël, qui tendent à démontrer que s'il y a un lien de cause à effet, puisque les conducteurs qui sont aussi cyclistes, eh bien, du coup, développent, et donc ça a été montré, développent des réflexes d'attention aux usagers cyclistes, et donc ça augmente la sécurité. Et puis je voulais aussi rebondir sur la question, donc on a parlé de largeur de pistes cyclables, et là je suis complètement d'accord avec la question de la crédibilité de l'aménagement. La crédibilité de l'aménagement cyclable, elle est capitale pour deux raisons. Parce qu'un aménagement cyclable qui n'est pas utilisé par un cycliste et qui préfère la chaussée tout mode, la chaussée générale, ça a deux conséquences, deux impacts très néfastes. C'est que, premièrement, ça dégrade le dialogue entre les usagers motorisés et les cyclistes, parce que l'usager motorisé croit que le cycliste n'est pas à sa place. Utiliser les pistes cyclables. Il y a ça aussi. Mais le fait que voir un cycliste sur la chaussée, eh bien, du coup, il y a une mauvaise image du cycliste alors qu'il prend ce qui est plus confortable pour lui, et une piste cyclable, qu'elle soit d'un mètre 50, même 1m50, c'est pas suffisant parce qu'on ne peut pas rouler là-dessus, on ne peut pas devenir notre cycliste. C'est pour ça qu'il faut changer à gauche. Voilà, donc ça contraint les mouvements. Donc, cette question de changer d'échelle dans le dimensionnement des aménagements cyclables, elle est fondamentale. Et le deuxième effet, c'est que ça décrédibilise l'action publique.
Parce que d'avoir une piste cyclable qui n'est jamais empruntée avec les cyclistes qui sont à côté, et on se dit, mais où est-ce qu'on a mis tout cet argent? Pourquoi on a mis tout cet argent public? Il a été dépensé en pure perte. Effectivement, beaucoup de travail encore à accomplir et merci à vous tous d'avoir contribué à la tenue de cette table ronde. Faites du vélo, achetez un vélo, louez un vélo, utilisez les stations de Vélib ou encore celles que vous avez dans votre commune. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres ateliers. Merci beaucoup. Les questions, bien sûr, les questions. La table ronde est terminée, mais les questions, par contre, vont fuser, j'espère. On n'a plus de son. Questions-réponses, 10 minutes de questions-réponses. Oui, bonjour, Daniel Buret, je suis administrateur de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. C'est l'angle usager. Trois petites remarques. La première, c'est, on a parlé vélo et santé. Je renvoie à une étude très approfondie de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France qui montre que, en termes de santé, le vélo a 20 fois plus d'avantages que d'inconvénients. C'est-à-dire, on a parlé des morts et des blessés, mais on n'a pas parlé des personnes sauvées par la pratique du vélo. C'est 20 fois plus important. Donc il y a peu de modes de déplacement qui ont un tel bilan, même la marche à pied. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est finalement à quoi ça sert les aménagements cyclables en termes de sécurité. On a essayé, au niveau de la FUB, sur un département que Véronique connaît bien, qui est le Val-de-Marne, avec le concours de la sécurité routière, d'examiner sur 5 ans, pour avoir des statistiques suffisantes, 500 accidents s'étaient produits dans le Val-de-Marne, en regardant où ils s'étaient produits. C'est un travail que la sécurité routière ne fait pas habituellement. La sécurité routière sort des chiffres globaux. Je vais vous faire une analyse géographique plus approfondie, en comparant des villes qui font partie des villes et territoires cyclables, des villes qui ont quand même quelques aménagements cyclables et des villes qui n'ont pas du tout d'aménagement cyclable. On s'est rendu compte qu'entre une ville qui n'a pas du tout d'aménagement cyclable et une ville ordinaire, je dirais, il y avait un rapport de 1 à 2 en nombre d'accidents, donc de blessés, par rapport à la population. C'est-à-dire, en gros, les chiffres, c'est 0,7 blessés par an et par 10 000 habitants pour une ville moyenne, et 1,4 blessés par an et par 10 000 habitants pour une ville qui n'a aucun aménagement. Et on a essayé de comprendre pourquoi. Et bien, tout simplement, quand il n'y a pas du tout d'aménagement, les cyclistes sont amenés, n'ont pas d'itinéraire simple, ils sont inévitablement rabattus sur les routes à grande fréquentation, où la vitesse est à 50 voire plus, et donc ils sont mêlés complètement au trafic routier, et en localisant les accidents, on s'est aperçu que 40% des accidents de vélo en ville se produisaient en fait sur la voirie départementale, sur les axes principaux de circulation. Là où en fait les vélos ne devraient pas vraiment être, ils n'ont pas leur place. Je voudrais faire une troisième remarque, si vous me laissez encore une minute, c'est la protection des cyclistes. Nous on est intéressés aussi comment un cycliste à titre individuel peut se protéger. On a également essayé de comprendre un petit peu comment ça marchait et on s'est rendu compte que la meilleure protection, celle qui à défaut causé le plus d'accidents, c'était l'éclairage. Indiscutablement, les faiblesses en matière d'éclairage sont responsables d'accidents. Pas tellement pour voir, mais pour être vu. Un vélo, on a besoin d'être vu. On s'aperçoit que la plupart des vélos sont vendus sans éclairage. Ou le gilet de M. Coppens. Sauf que ce gilet-là, je ne suis pas du tout sûr qu'il soit conforme au code de la route, qui interdit normalement les éclairages clignotants. Donc, Frédéric Coppens va peut-être nous répondre à ça. Je dis sous réserve de vérification. Mais il est clair, si vous voulez, que les normes d'éclairage en France ont besoin d'être remises à plat sur la table et on aspire complètement à une discussion et à une redéfinition complète des éclairages. On a aussi parlé du casque.
d'éléments de protection, s'aperçoit en fait que les accidents de vélo, de cyclistes, les blessés, c'est pas tellement à la tête qu'ils sont blessés. Premier, c'est le poignet, indiscutablement. Ensuite, c'est la clavicule. Les épaules. La clavicule, les épaules. J'ai eu l'épaule et le poignet. Voilà. Et les blessures à la tête, c'est essentiellement les cyclotouristes ou des cyclistes qui vont à 40 km/h ou plus en race campagne. Mais en milieu urbain, on n'a pas forcément de manique ou de protège-épaules adapté. Thomas Joanneau, peut-être une précision sur ce qui vient d'être dit et la légalité. La légalité de cet avis. Alors, les obligations, les interdictions, les autorisations concernent le véhicule dans le code de la route. Oui, pas les vêtements. Sur le vêtement, sur ce qui équipe le conducteur. Donc, finalement, ça c'est très difficile de démontrer que cet équipement-là. Je pense aussi. Une petite précision également sur les vêtements, donc l'équipement de protection individuelle. Ce sont des vêtements qui sont normalisés, donc il y a une norme, qui est la norme EN 1150, qui précise les caractéristiques techniques de fluorescence pour la visibilité de jour et de rétroaffection pour la visibilité de nuit. Tout ça c'est complètement réglementaire. Et la partie lumineuse, donc l'indication, fait partie, je dirais, d'un complément d'information dont je pense besoin le cycliste pour être visible. Quelle couleur vous proposez en dehors du jaune? Alors il y a, dans la norme EN 1150, il y a 6 coloris entre le rose pour ces lames, du vert fluo, le orange fluo, le rouge fluo et un jaune orangé, donc il n'y a que le choix. Donc on peut vraiment apporter une vraie réponse sur les codes couleurs. Très bien, merci beaucoup. Plus d'intervention du côté du public. Vous devez prendre votre vélo, c'est peut-être pour ça. Merci à tous.